Bon, c'est parti. Salut, Salut. salut Jet Joe. Moi c'est le geek belge. Ouais, ouais, je Hein, m'appelle. je te rappelle, hein, D'accord, pas de prénom. On est anonyme. les geeks anonymes de la, Voilà, de la zone 56. voilà. Et donc les geeks anonymes de la zone 56, nous voilà de retour pour un nouveau tour. Alors ça, c'est le geek anonyme qui me laisse antenne un petit peu pour une présentation d'un album d'Astérix. Bah, c'est toi qui fais tout le boulot. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai eu un café, donc tout va bien. Donc, comme j'ai eu le café et que j'ai été bien fort, j'ai la pêche et on y va. Donc, pourquoi une présentation d'Astérix alors que tout le monde a lu des Astérix, enfin tous les gens civilisés ont lu Astérix depuis leur enfance, sont biberonnés avec Astérix. Ça faisait plusieurs fois que je me faisais la réflexion que bientôt il faudrait pratiquement une analyse de texte pour comprendre Astérix. Je voyais des enfants qui lisaient Astérix et à chaque fois je me posais la question, il y a des choses qui leur passent au-dessus de la tête. Parce qu'ils ne sont plus dans le contexte où la BD a été dessinée. C'est cela. C'est Hein, cela. il y a des références culturelles, des références sur l'actualité bah, qui passent et qu'on oublie. Et déjà nous, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a capté, et voir les générations suivantes, qu'est-ce qu'ils peuvent capter, quoi. Donc, ouais, le contexte. C'est C'est... ça, le contexte. Et donc, en fait, le but de ce petit podcast, ça va être de recontextualiser. Oui, je me parle bien. Recontextualiser Ouais, tu parles bien. cet album. Alors, ça peut servir à tous ceux qui l'ont lu pour vraiment. Le but, ça serait de se dire tiens, ça, j'avais pas vu. Un petit peu, c'est ça. Et j'ai pris cet album tout simplement parce qu'il y avait quelque chose que j'avais remarqué. Et à chaque fois que je lisais des analyses, je ne le trouvais pas. Donc j'en tirais une certaine fierté. Et c'est pas mal d'enlever ta main de là. Hein, Très bien, maman. oui, mais le dessin du Derzo est mieux. Voilà, oui, oui, le dessin du Derzo est magnifique. Vraiment, il est magnifique. C'est encore les couvertures où en fait il y a le haut qui est blanc. Dans les rééditions qui ont été faites après, les images sont intégrées. Mais ça, donc vous avez l'édition originale. Donc on va essayer de recontextualiser cet album et de page après page, de voir un petit peu ce qui est caché. Et en fait, c'est un peu comme Pâques. C'est Lapin qui a planqué des choses dans. Tu, tu crois encore au lapin de Pâques, toi? Tu Je sais crois que aux œufs de Pâques. et le Père Noël, tu t'y crois? Bah bien sûr, Bon, faudra qu'on... Hein, en aparté. on en reparlera. Ouais. Mais Lapin, en fait, c'était le surnom de Goscinny. Donc, Oh là là, ah ah, ça vient de loin, ça. ah, moi je savais pas. C'est comme ça que l'appelait Uderzo. C'est pour ça que vous avez à la fin de Astérix chez les Belges, on voit un lapin qui pleure. En fait, la dernière image, c'est parce qu'en Ah, fait c'était Goscinny qui était mort avant la fin de Astérix chez les Belges. eh ben tu m'embouches un coin. Voilà. Et c'est pour ça aussi que dans le dernier, j'avais promis de pas en parler, mais je vais en parler un tout petit peu. Dans Astérix et le Griffon, vous avez à la fin de Astérix et le Griffon, il y a le hibou qui pleure. Hmm, Parce qu'en fait, Goscinny venait de mourir. d'accord. Voilà. Voilà. Alors, juste une petite aparté Oui. hein, sur les histoires de première édition. Donc, ça, c'est mon exemplaire à moi. Et donc, à une certaine époque, Astérix avait tellement de succès qu'il avait besoin de plusieurs imprimeurs pour la sortie d'un album. Ça a commencé très tôt. Hein, je sais pas, Tour de Gaulle, non? Je ne pourrais pas te dire quand c'est, mais c'est vrai que les tirages ont commencé à être autour de 100 000 à partir de Astérix et Cléopâtre. On passe à 120 000 le combat des chefs. Et donc, il y a plusieurs imprimeurs Mm. simultanément qui font les premières éditions. Donc, on va vous montrer de visu. Voilà. 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 Donc, ça, je crois que ça s'appelle l'ours. Hein, pour faire ça. Donc, moi, c'est une imprimante. L'imprimeur offset. Oui, c'est ça.
Et toi, Il n'y et a rien pas, du tout. il n'y a rien du tout. Et toi, c'est marqué à la On fin. voit même un numéro qui est différent là, je sais pas si tu le vois là. Moi, Moi, c'est le c'est le. 225. Ouais, et moi j'ai le 1016. Et toi, c'est à la fin, sur la dernière page, que c'est indiqué en fait l'imprimeur. Voilà. On voit là. Alors c'est tout petit. Ici, on voit imprimerie et nom, Paris. Et moi, il n'y a en gros, place. il n'y a rien du tout. Oui. Voilà. Et donc, c'est tous les deux des premières éditions. Voilà, qui sont sortis en même temps. Et donc, voilà. Et en fait, ils ont résolu le problème de. Souvent, en fait, dans les différents imprimeurs, chacun avait sa façon un peu particulière de faire la pagination. Et là, on voit le qu'ils ont numéro de résolu le page. problème. Et là, c'est standardisé. Mais ça, Voilà. on fera un petit machin de curiosité comme ça un jour. Oui, on fera un petit topo sur, soit sur ça spécialement, soit si cette vidéo a du succès et qu'on veut en faire une deuxième, si on n'est pas dégoûté, on fera sur un exemplaire, je pensais au Tour de Gaulle ou Astérix chez les Bretons. Chez les Normands, c'est là où on a le plus de variations. Ah oui, là, c'est Astérix les Normands, oui, on a beaucoup de variations. Parce qu'en en fait, on est arrivé à un point où on collectionne aussi les variantes. Bon. Mais on se soigne hein, parfois. Ouais, mais ça marche pas bien. Non. Bon, dernière précision. Oui. Hein, l'histoire, en gros, c'est un Romain qui est empoisonné. Et il demande à Panoramix de le soigner. Oui. Et il manque un ingrédient, c'est L'étoile d'argent. L'étoile d'argent, un Edelweiss. Que Astérix et Obélix sont chargés d'aller chercher. Voilà. Et là, par contre, il y a l'empoisonneur qui va tout faire pour empêcher ça. C'est cela. C'est le pitch, comme on dit. Voilà. Et moi, je me la ramène. Moi, ça va être ma seule contribution. Oh non, il y en a d'autres, je pense. Donc voilà, c'est Jean Pistolet. C'est une série qu'ils ont fait avant Astérix. Et en fait, je me suis aperçu en lisant le début de l'histoire, c'est que le roi, donc le chef, tombe malade parce qu'il mange trop. Et pour le soigner, il faut du tilleul d'Amérique. Et donc Jean Pistolet, le héros, va aller jusqu'en Amérique pour chercher l'ingrédient. Et là, je me suis dit, ah la vache, le pitch me fait penser à la fois au bouclier Arverne, Oui. avec le chef qui tombe malade, Oui. et le pitch de comment ça s'appelle, d'Astérix chez les Helvètes. Donc, est-ce que c'est une réminiscence de Goscinny, un recyclage de l'idée de départ? J'ai dit, ah, c'est marrant ça. Regarde, le docteur. C'est quand tu as ouvert à cette page, je me suis dit, mais en fait, si, c'est évident. Regardez, on a tous les docteurs qui sont là et qui, en fait... Ah, tiens, montre-le sur le... Voilà. Et on va avoir une scène qui est apparente à cela. Je cherche la page. Voilà. Voilà. Avec tous les docteurs. Les docteurs qui viennent et qui vont sculpter. Voilà. Et qui se mettent... qui ne sont pas d'accord. Qui se jettent dessus, quoi, en gros. Là, ça... Et regarde cette séquence-là. En fait, on a l'impression que ça... je ne sais pas si on voit, voilà. Cette séquence-là, où le roi écarte les deux médecins, on la retrouve ici, où il écarte les deux médecins. Bon, voilà. C'était ma contribution. Bon, on peut arrêter la vidéo. Une très belle contribution. Bon, ben au revoir. Bon, allez. Ce qui est amusant, c'est que j'avais fait un rapport avec les médecins de Molière, et en fait, avec ce que tu viens de me montrer, ça ne fait que confirmer cela. Ah bah moi ça me fait penser oui au médecin de Molière. Au médecin de Molière dans le Malade imaginaire. Malade imaginaire, il y a aussi 2 autres pièces de théâtre aussi où il y avait des médecins. Et effectivement, ça fait vraiment penser à cela. Alors donc, l'édition originale, j'ai mes petites notes, hein, donc je vais sortir, hein, faut que ça serve. Donc Astérix chez les Helvètes, donc c'est sorti le premier trimestre 1970. À 1 200 000 exemplaires. Donc là, ça commençait vraiment à être, Astérix commençait à être un vrai phénomène. Ça a été prépublié dans Pilote
du 9 juillet 1970 au 3 décembre 1970. Et l'album est sorti le 4e trimestre 1970. Alors le contexte, en fait, il faut savoir que c'était un peu l'âge d'or de Pilote. Je pense que le geek anonyme me confirmera. Goscinny était le rédacteur en chef et il éditait énormément de scénarios. Pour info, le premier trimestre 1970, c'était la sortie de Western Circus, donc toujours avec Goscinny au scénario. De la série Lucky Luke. De la série Lucky Luke, merci. La Zizanie était sortie le 2e trimestre 1970, donc c'était l'album précédent de Astérix chez Helvète. Le 4e trimestre 1970 sortait Is No Good et L'Ordinateur Magique, toujours avec Goscinny au scénario. Donc la série Is No Good. Et donc en même temps, Goscinny avait écrit une vingtaine de billets d'humeur pour Paris Match. Alors je vais reparler un petit peu plus tard de Paris Match. Je pense qu'il y a des... peut-être que Goscinny était abonné. Ça expliquerait une chose ou deux. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le contexte. Donc, je vais ranger mon exemplaire en édition originale. Je peux te le confier ? À tes risques et périls. Oui, en disant cela, je me suis dit, tiens, j'aime le risque. Tu es téméraire. Voilà. Et je vais prendre un exemplaire, on va dire, une réédition. Courante. Ce qui va m'éviter le risque d'abîmer mon Néo, parce que ça m'est déjà arrivé en nettoyant une édition originale de l'abîmer. Bon allez, commence. Alors, donc déjà, dès la première page, on a une accroche qui est absolument formidable. C'est un dialogue, quelqu'un qui écrit, et tout de suite, on a dévié tous les personnages qui ont des petits points d'interrogation. Tout le monde se demande ce qui se passe, et nous aussi. Et c'est vraiment une très bonne accroche, je trouve, pour commencer une histoire. Avec un plan assez large qui permet vraiment de situer l'action de la première page. Et donc, dès la suite, on trouve nos personnages, dont Obélix, qui est en train de frotter un menhir. Donc, avec son chiffon. C'est un petit détail, mais ça va servir plus tard. Ah, je prends mes notes parce que j'avais lu et relu cela il y a très très longtemps. Et donc, on voit passer les deux porteurs, et les deux porteurs donc expliquent ce qui s'est passé. Simplement, on comprend que ils ont fait tomber le chef du bouclier, simplement en se levant. Et on a une phrase en fait qui sort, c'est « Il a tort de mécontenter la base et de se priver de son soutien ». Cette phrase-là, c'est vrai que ça, c'est vraiment le style un peu de Goscinny, de glisser comme ça des phrases régulièrement dans l'album. C'est une espèce de running gag qui donne un peu la couleur de l'album. C'est une phrase très politique. C'est cela, c'est une phrase très politique. Et on va s'apercevoir que dans l'album, il y a des phrases qui sont très politiques. Et le scénario a été fait début 1970. Et on peut imaginer qu'à cette époque-là, 68 était encore dans toutes les mémoires. Et c'était une époque où en fait il y avait énormément de grèves. Il y avait énormément de politique. Je pense que c'est un peu le contexte de l'époque. Oui, puis moi, c'était une phrase qui devait être dite très souvent à l'époque. Oui. Et donc, il s'amusait à recycler les phrases toutes faites. C'est ça. Alors, des fois, il y a des phrases toutes faites que je n'ai pas réussi à retrouver la source. Mais bon, c'est qu'une analyse en fait un petit peu au débeauté. Il y a des choses où j'ai pas réussi à trouver. Alors, je m'en excuse. Quoique non, je m'en excuse pas du tout. Mais pas bon, grave. S'il y en a certains qui ont les références, qui ne se privent pas à mettre en commentaire. Voilà, c'est ça, quelque part, en fait, on est dans une zone où on défriche quelque part, on fait de la glose sur Astérix, et on défriche. Autant dans Tintin, il y a eu énormément de choses qui ont été faites et décrites et analysées et découvertes. Je pense que c'est un chantier qui s'ouvre pour tous les Astérix. Voilà, donc fin de la première page. Astérix et Obélix sont nommés porteurs de chef. Hop. On passe à la deuxième. Faut pas que je bouge. Voilà. Ok. Donc là,
on voit bien qu'il y a un petit problème en fait pour le porteur de chef, c'est que Obélix et Astérix n'ont pas la même taille. Donc en fait, le bouclier n'est pas droit. Et on retrouve cette même phrase, et une phrase encore. On a l'impression que le chef se penche sur nos problèmes. Je pense qu'en fait, à faire ce zigzag, le son va être un peu pourri, mais bon. Alors, donc il y a le problème, c'est qu'effectivement, les gens se moquent d'Abracosix. Et Astérix dit qu'il vaut mieux qu'Obélix le porte tout seul. Et là, en fait, on voit l'humour, quelque part, du premier grand gag de cet album. Ça va être de réussir à glisser des mots qui vont être réutilisés à la fin. C'est-à-dire que là, on voit, s'il n'y a qu'un seul porteur, c'est un demi-chef. Et Obélix répond, bah moi j'ai des menhirs à frotter. Et Abracosix sort, tu refuses de me servir. Donc on a demi-chef, servir, et hop, l'image d'après, on a Obélix est en train de servir un demi. Et il a cette fameuse serviette qui était dans la page d'avant. C'est-à-dire que ce gag, il est réfléchi depuis le début. Voilà. Et on arrive à ce gag-là. Quelque part, ça pourrait faire une histoire complète en 2 pages et puis on n'en parle plus. Et c'est juste l'introduction. C'est juste l'introduction. C'est-à-dire qu'en fait, il va partir de cette image-là où c'est un esprit bon enfant, où c'est vraiment sympathique, il va mettre ça en contraste avec une orgie romaine, où là, c'est la nourriture, c'est la débauche, c'est quelque part une inversion des valeurs qu'on va voir. Et on voit donc une orgie qui est énormément gastronomique. Il y a un fouet. Voilà. Même, il y a quand même un fouet. Il y a un mec à 4 pattes là, qui est porté. C'est vraiment le. Mais bon, vas-y, continue parce que c'est toi qui as fait les recherches. Alors les recherches simplement, c'est je peux pas bouger. Simplement, c'est à un moment donné, on lui fait compliment pour cette orgie et on a l'explication. Le tout, c'est de faire preuve de bon goût. C'est Félinus, le traiteur romain, qui organise mes orgies. Alors ça, effectivement, Félinus, c'est Fellini. Et en décembre 1969 était sorti le film Satyricon, qui était un film sur la décadence romaine, où il y avait énormément de choses sur des orgies, des choses un peu bizarres qui pouvaient se passer. Et en fait, c'était du Fellini, c'est-à-dire que c'était très baroque. Quoique baroque soit pas exactement le terme, mais c'était une époque romaine décadente. Et Astérix s'en sert. Et donc pendant très longtemps, je savais que ça sortait c'était une allusion à ce film-là, j'avais vu le film. Et puis un jour, en relisant Astérix, j'ai remarqué ce personnage-là. On voit là, c'est le jeune homme blond. Et en fait, il s'agit d'une parodie d'un des acteurs du Satyricon. C'est Martin Potter, qui en fait joue le rôle dans le Satyricon en Colp, qui est un des personnages principaux du film. Et pendant très longtemps, je ne voyais pas de référence à ce personnage, et quelque part, j'étais content d'avoir trouvé cette espèce de personnage, d'avoir trouvé quelque chose que les autres n'avaient pas vu. D'accord, et dans le film, ils sont grimés comme ça, les acteurs ? Oui. D'accord. Oui. Et c'est en cherchant sur le Satyricon que je me suis aperçu qu'il y avait ce personnage-là aussi, qui était aussi un autre acteur, une autre actrice du film. Elle, c'est Capucine, qui était à la fois un mannequin et une actrice, qui joue un autre rôle de personnage. Alors c'est Trifem, je crois, de mémoire. J'ai mes notes qui sont à côté, mais je les ai mal placées. Ouais, c'est pas la bonne page. C'est Trifelm. Ah ouais, j'avoue que moi j'avais repéré en me disant ça, c'est une caricature. Oui. Mais j'ai pas vu l'autre. Et il y en a un troisième. Là, je suis pas certain. C'est carrément le personnage de Garovirus, donc qui est le gouverneur romain. Et tu soupçonnes que c'est une caricature de qui ? De Gigi Ballista. Ah. Alors c'est un acteur italien. Alors j'ai pris des petites notes. Si vous voulez confirmer ça ou vous dire ce que vous en pensez, vous allez sur YouTube tout simplement. Vous allez sur YouTube, hop là, on tourne les pages. C'est pas les bonnes pages. Alors, vous tapez Satyricon
Et vous tapez Tognazzi, Senna, et normalement vous devriez tomber sur cette petite séquence où on voit pendant une orgie un personnage qui ressemble beaucoup, qui a le même nez aquilin, qui est assez gras et qui a à peu près la même coiffure et qui explique un peu ce qui se passe pendant cette orgie. D'accord. Donc, alors je pense que c'est ça. Alors, sur certains sites, cet acteur, Gigi Balista, n'est pas mentionné dans le film. Sur d'autres sites, il est mentionné dans le film. Mais en voyant cet extrait et en voyant des photos de cet acteur, je pense que c'est lui. D'accord. Donc, ça serait ça. Et donc, on a les danseuses. Hop. Bien grasse. Bien grasses. Tout Et le monde est gradé. Hein, vous remarquerez. Et c'est... Ah non, pas forcément. Non, il y a des femmes assez osseuses ou un truc Oui. comme ça. Oui. Mais ça, c'est dans le film aussi? Non, dans le film, c'est une seule danseuse, donc c'est cette actrice qui danse et qui a une danse assez érotique, alors que c'est la maîtresse de maison. Et elle est pas maigre du tout, enfin elle est pas grasse du tout. D'accord. Ah ouais. Donc là, en fait, on a vraiment un jeu sur les inversions des valeurs, en fait, sur le verre à lèvres pour se refaire une laideur. C'est un scandale, la vaisselle est propre, pourquoi pas des rince-doigts. C'est vraiment une inversion par rapport à la logique, en fait. Et là, hop, il y a quelqu'un qui les attend dans les appartements. Donc il doit se lever et amusez-vous gentiment, les enfants. On a l'impression que c'est... Oui, bon, c'est une façon... Hop là. Et donc, là, cette page-là, on va avoir, en fait, d'ailleurs, même les statues. Hein, vous avez Diane ici, et en fait, même elle est grasse. Et vous avez l'âme damnée de Garovirus, du gouverneur, qui, en fait, va faire un partage un petit peu à la Don Salus, c'est-à-dire qu'en fait, il remplit son coffre, et en fait, il y a juste 3 pièces pour Rome. Voilà. Et là, on a un gag un peu récurrent, c'est les tripes de sanglier frites dans de la graisse du russe. Et en fait, à chaque fois, c'est avec du miel. Donc là, on a une présentation de tous les personnages, avec l'orgie, les 2 personnages qui sont très importants. Et hop, page suivante, il y a un nouveau personnage qui arrive. Alors là, vous avez toujours un lien avec les pages d'avant. Hein. Vous avez sort la tête de cet amphore, je peux pas. Ça, c'est important parce que sort la tête de cet amphore, en fait, ça va faire référence Voilà. À celui-ci. à celui-ci, qui est en Voilà. fait un docteur qu'on va retrouver plus tard. C'est ça. Et c'est ça, en fait, le talent en fait, de Goscinny, c'est que ces personnages... C'est d'introduire un gag Voilà. assez tôt qu'on va retrouver derrière. Voilà. Et là, fermer cette fenêtre, ça donne de l'air. Toujours une inversion, en fait. Ouais. Là, on voit même le garde, lui-même, il est mal rasé. Il y a vraiment... C'est la décadence. Et par contre, le personnage qui arrive, il est sec, il est bien habillé. Son garde, il n'est pas gras, il est solide, il a une barbe. Et on voit là le questeur Claudius Malocinus. Alors, un questeur, c'est un inspecteur C'est ça, c'est une sorte d'inspecteur des finances. Oui, il est envoyé par César pour faire le travail et voir pourquoi il n'y a pas d'argent qui rentre à Rome. Hop là. Et là, on a un petit personnage, je ne sais pas si vous voyez là, qui fait un geste en nous regardant. Et ça, en fait, c'est pas si courant que ça dans la BD. C'est ce qu'on appelle briser le 4e mur au théâtre ou au cinéma. C'est simplement un des acteurs qui s'adresse directement au spectateur. Ah, tu vois un 4e mur, toi? Ouais. Pour moi, il brise le 4e mur. Il nous regarde en disant bah là ou là, là ça se gâte. D'accord. Ouais. Ça, c'est un ajout d'Uderzo, quoi. Ça ne doit pas être dans le scénario. En fait, Uderzo enrichissait toujours de petits détails comme ça dans Astérix. Il apportait, je sais pas, un peu comme les hiboux ou les petits animaux. Oui. Il avait toujours des petits trucs à rajouter comme ça. Ah oui, totalement. C'est le brio de Uderzo. Là même, on voit même ici, là, il y a donc Garovirus qui s'est fait sa propre statue. On voit derrière là. Donc en fait, il a un ego assez surdimensionné. Et donc ça, je pense que ce sont des ajouts d'Uderzo, effectivement, qui avait le talent pour faire ça. Donc là, le questeur fait arrêter l'orgie, les gens s'en vont et on retrouve l'homme qui a une tête d'amphore, parce qu'il n'arrive même plus à l'enlever. Hop, page suivante. Donc là, en fait, c'est quelque part, il y a le Garovirus qui essaie d'appâter en fait le questeur en essayant de le faire manger, et en fait, le questeur, lui, il est
intègre. C'est-à-dire que lui, il veut juste une soupe de légumes. Et après, on a le gag ici. Alors là, je pense que ça doit venir de quelque part, ce gag-là, où on ouvre une à une toutes les petites cavités dans les bagues où il y a du poison. Et on devrait toujours refaire le plein après utilisation. C'était peut-être une publicité, c'était peut-être quelque chose qui était à l'époque, je sais pas. Moi, je pense une publicité. Peut-être une publicité. C'est le problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de choses. Donc bien sûr, c'est du poison. Le questeur boit la soupe. Et en fait, le questeur est malade. Ah, déjà. C'est ça que j'aime bien. Déjà ouais, déjà. Voilà, c'est ça. Et on retrouve en fait, appeler les médecins. Donc il fait venir les médecins. Il y a son âme donnée qui dit mais vous ne craignez pas l'intervention des médecins. En groupe, ils sont plus meurtriers qu'une légion armée jusqu'aux dents. Ça fait très Molière, ça. Oui, c'est ça. En fait, ça fait vraiment Molière. Et on va retrouver ce dont nous parlions avant, c'est-à-dire le groupe de médecins qui arrive et qui se chamaillent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la médication. Et donc, notre médecin qui a toujours l'amphore sur la tête, on lui reproche de dire que d'après son faciès, en fait, il devait s'occuper des orgies entre étudiants. Et à la fin, le questeur, en fait, propose de faire une ode, un don à Apollon guérisseur. Donc là, tout le monde repart vers l'orgie, avec justement le sanglier frit dans la graisse du russe. Avec du miel. Voilà. Et en fait, simplement, c'était pour les éloigner, parce qu'il veut faire venir Panoramix, qui est un excellent médecin et qui pourra le soigner. Là, on a ici encore une de ces fameuses phrases. Ces dieux qui se prennent pour de grands patrons, va falloir que ça change. C'est encore cette phrase-là sur de la contestation. En fait, c'est une inversion. Oui. Ces patrons qui se prennent pour Dieu, il va falloir que ça change. Ça devait être ça à l'origine. À l'origine, ça devait être ça. Ouais. En fait, ça devait être des slogans politiques de cette époque-là. Et, en fait, qui ont et été donc, il est bidouille pour le mettre dedans. Quoi. Voilà. Alors là, donc, nous retrouvons notre garde qui a réussi à trouver Panoramix. Et Panoramix dit « Lâchez ce que vous faites ». Époque ellipse, et on voit Abracossix Pater. Avec le gag du début, on n'a pas de problème pour comprendre qu'en fait, il était toujours en train de le servir, et là, il vient de le faire tomber. Voilà. Donc là, on a un petit gag en disant que les Romains ou Pormains, il n'y a personne qui pourra les empêcher d'arriver jusqu'au questeur. Et donc là, il est ravi, c'est la première fois qu'il est ravi. Hop, on trouve toujours la fin de l'orgie. Et il y a quelqu'un qui est dans la graisse du russe. Voilà. Et il sort. Et personne n'a du miel. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment le petit running gag running à chaque gag. fois. Et c'est running gag, et en même temps, à chaque fois, c'est plus exactement la même phrase, ça tourne un tout petit peu. Il y a une petite variation qui fait que... Voilà, ça c'est la petite chose amusante. Donc bien sûr, en fait, il n'est pas content qu'il y ait un médecin, il veut le faire chasser du palais. Et puis le dit 33 avec les chiffres romains, oui, excellent. C'est juste un petit détail, hop, ça le fait. Ça c'est vraiment excellent. Et donc on voit en fait les gardes qui eux aussi ont fait une orgie, donc ils sont en mauvais état. Alors petit détail, là je n'ai pas fait le compte, mais en général dans les Astérix, on voit plutôt les Romains qui ont des armures. Alors ce sont des lorica, alors ça c'est des lorica segmentata, donc c'est des armures à bandes, ce qu'on appelle les armures à bandes, qui étaient totalement en fait, c'était pas la bonne époque, puisqu'en fait c'est vers la fin du règne d'Auguste, au 1er siècle, qu'il y avait ce type d'armure. Et là on est des armures qui sont plus proches de l'époque, c'est-à-dire que ce sont des lorica squamata, donc en sorte d'écailles de poisson. En fait on appelle ça aussi des armures d'écailles. Et ça c'est plus les armures que devaient avoir les Romains à l'époque d'Astérix et Obélix. D'accord, il y a un petit anachronisme. Oui, il est là, il est là en fait. Donc là en fait il veut les jeter, et en fait Obélix s'en charge, donc on voit bien le geste qu'il fait, et en fait après Obélix fait le même geste alors qu'en fait il vient de l'assommer à grands coups de poing. Donc là hop, il se débarrasse du garde malade. Ça sert à rien, ils sont pas sains, ils doivent partir en Suisse pour trouver ce fameux Edelweiss qui est le remède. Voilà. Qui est le remède qui va guérir ce Romain. Ce Romain. Et donc là, en fait, Panoramix
lui dit qu'en fait, s'ils ne reviennent pas, c'est un otage. Et donc, il prend à la fin, on a 3 départs. Le caster et Panoramix qui partent vers le village. En fait, c'est pour éviter que le caster soit de nouveau la victime d'un empoisonnement. Voilà. Vous avez l'âme damnée qui part avec son panier orgie. Panier repas. Son panier repas, panier orgie. C'est de la graisse du russe, non, il me semble. Oui, c'est ça. Aussi. Aussi. Dès qu'il peut le placer, c'est hop. Il le place. Et donc, eux qui ont pris le char en fait, du caster, qui partent en Suisse. Hop. Pac, là on a une pause. Voilà, qui est la Suisse qui s'appelait l'Helvétie avant. Voilà. Donc là on a une explication aussi, c'est 1969, hop là, je me remonte les manches. On a aussi une explication sur les modifications à l'époque, c'est-à-dire qu'à partir de 1960, il y a eu un grand plan pour faire de plus en plus de rénover toutes les routes, parce que les routes existantes ne suffisaient pas, le trafic était de plus en plus important, et donc il y a eu un grand plan qui devait durer pendant 15 ans pour faire des routes nationales et faire des autoroutes. Donc en fait, dans cette explication-là, je me rapproche, les nouvelles chars-aux-voies, en fait, ce sont simplement les nouvelles autoroutes qui apparaissaient en France. Donc c'est vraiment lié au contexte. Char, auto, voie, route. Voilà. Autoroute. Voilà, c'est vraiment de la construction. Comme là, c'est de la construction, c'est deux mini-apassoum avec des mains souillées. Simplement parce qu'à l'époque, ils mangeaient avec des mains, il n'y avait pas de couteau et fourchette. Donc en fait, il a détourné le symbole de couteau et fourchette pour indiquer qu'il y a un resto-voie, donc un resto-route. Un resto-route. Et c'est pour indiquer que dans 2000, il y aura ce resto-route. Dans 2 km, quoi. Ouais, ce qui était le truc. Un 1000, ça dépendait des époques. Parce que oui, non, mais le 1000 romain, je ne sais pas combien il était. Mais en gros, c'est 2 km. Ouais. Alors ça, c'est toujours une réflexion qui m'a fait toujours... ça m'a toujours amusé, ça. Si vous avez de la chance, vous pouvez voir les accidents sur la char-aux-voies. Ça, c'est toujours une phrase qui m'a toujours amusé. Donc là, on retrouve... Je n'aurais pas dû manger du boudin d'ours figé, ça risque d'être lourd. Donc on sent que c'était encore du boudin d'ours figé, du boudin d'ours qui était dans... c'était pas la graisse du russe. Ouais. Mais non, il est frit dans la graisse du russe. Ah non, c'est toujours le même repas. Ouais. Donc là, on voit les motels, en fait, qui a été transformé en char-hôtel, avec à la fois une place de parking, une chambre. Donc c'est vraiment tous les débuts de toute l'infrastructure qui permettait aux gens c'est un anachronisme assumé. Ah oui, total. Total. Et c'est vrai que quand on voit des fois les gens qui prenaient la Nationale 7, les gens s'arrêtaient simplement dans le bas-côté et dormaient dans l'herbe ou dormaient dans les champs. Parce qu'il n'y avait pas toute cette infrastructure qui existait comme maintenant il peut y avoir. Ah oui. Donc on retrouve l'orgie. Alors cette fois-ci, ça va être une fondue. Et là, ça va se passer en Helvétie. Et donc, classique, Goscinny va reprendre un peu tous les clichés qu'on a sur les peuples pour pas les tourner en dérision, mais pour les mettre en avant. Là, c'est le fait que en Helvétie, tout est propre, tout est méticuleux, et donc voilà, une orgie dans et les montres suisses. Voilà, les montres suisses. Tout est précis. Voilà. Et donc l'orgie est sale, et en fait, à chaque fois, on voit les Helvètes qui nettoient. Et donc là, il y a ces fameux 3 gags, en fait. À chaque fois qu'on perd un bout de pain dans la fondue, ça va être le bâton, le fouet, et de jeter quelqu'un dans le lac. Par gage. Voilà, ce sont des gages. Et donc, c'est comme un jeu. Et donc là, le premier, c'est le bâton. Il est en train de nettoyer le bâton avant qu'il serve. Donc là, c'est le gouverneur s'appelle Diplodocus. Hop, hop. Alors là, on va arriver ici. Pendant très longtemps, je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait que le Gaulois ici est dessiné de façon très bizarre. Et je sais pas à quel âge j'ai entendu parler de l'explication qu'en fait c'était un personnage, c'était le Antarix, qui était en fait une sorte de mascotte d'une société qui s'appelait Antar, la société Antar, qui avait été ensuite rachetée par Elf. Et donc, c'était un truc d'essence, quoi. Oui, c'est ça. Compagnie d'essence. C'est une compagnie d'essence.
Ce personnage-là, on le trouvait dans des publicités, notamment. Alors là, j'avais le papier, mais je l'ai perdu. Bravo. Ouais, bravo. Mais si vous allez sur Internet, vous allez sur le site Antarama, qui fait un peu l'historique de la société, Et c'est le dessin tel quel, en fait. tel quel. Ouais. Alors des fois, il a un bouclier. Mais là, il est présenté comme ça. Sur l'image que j'ai vue, il avait un bouclier et il n'y avait pas la roue. Mais je pense que comme c'est une roue brisée, je pense il y a dû y avoir. Bah, dans Ouais. dans l'histoire, il change la roue, en fait. Oui, il change la roue. Parce qu'il y a eu des sociétés, en fait, ils ont fait dans la prévention à un D'accord. moment donné. Donc je pense qu'il y avait des publicités où ils devaient changer la roue, une roue moderne. Et Mm. là, ils ont glissé cette roue cassée et ils ont fait une sorte de station-service avec de l'eau et de l'avoine. Alors ce qui est rigolo, c'est que là, c'est la version française, donc on a Antarix, mais pour les Anglais, ça veut rien dire parce qu'en fait, eux, ils connaissaient pas Antar. Ah. Donc, j'ai mis ça. Oh. Donc ça, c'est la version anglaise, tout simplement. Hop. Et si on regarde à la même page, Page 20. page 20, Oh la vache. voilà, Il y a le bidon à la place. c'est le bibendum de Michelin. Et bien sûr, en fait, il dit qu'en fait, il a une drôle de tête. Et voilà, simplement parce qu'il ne connaissait pas Antarix. Ah la vache. Mm. Ah, j'ignorais il y avait une adaptation comme ça. Ouais. Et donc, version allemande. Ah non. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Version allemande, Toujours page 20. page 20, Antarix. Donc, apparemment, ça serait juste la version anglaise. Ah, waouh. Hop. À part ça, t'es pas collectionneur. Hein. Non, pas du tout. Donc on continue dans l'orgie. Là, il vient encore de faire tomber son bout de pain. Deuxième gage, c'est le fouet qui est pas sec. Donc là, Parce qu'ils viennent de le laver. bah oui, ils viennent de le laver, tout simplement. Donc là, en fait, il apprend qu'il doit absolument arrêter Astérix et Obélix parce qu'en fait, Diplodocus, c'est un ami de Garoverus. Là, il vient encore l'autre, le personnage en fait de l'orgie. Vous remarquerez qu'il y a de plus en plus de. Oui, c'est ça. En fait, il y a une Il y a évolution, une évolution dans, des personnes. Voilà. dans les personnes. Donc, c'est quasiment Bah, ils cette sont- image-là, Voilà. avec celle-ci. Ouais. Et Uderzo Rajoute peu à rajoute peu à peu du fromage. du fromage partout. peu. Voilà. On voit même plus les gens. Et là, c'est dans le lac, avec les poids attachés aux pieds. Et le premier, quel sauvage. On s'attendrait parce qu'il jette quelqu'un dans le lac. Et non, l'eau dit oui, en cette saison, les eaux du lac sont boueuses. C'est en fait, c'est tout ce qu'ils retiennent. Et on retrouve d'ailleurs le Diplodocus qui lui aussi a sa statue. Et ils sont en train de nettoyer. Et il nettoie toujours. D'ailleurs, on retrouve ça. Là, on voit la Gaule, il y a de la mousse et tout ça. Hop, du côté Helvétie, C'est Empire propre. romain, c'est propre. Tout est propre. Et là, si on remarque bien, on voit même qu'il y a une poubelle avec marqué détritus dessus. Oh Du côté non. suisse. J'avais pas vu ça. Oui, alors ça, j'ai totalement zappé les sources, mais en fait, il y a un article dans Wikipédia qui est assez complet, qui est très sympathique, et c'est eux qui mentionnent la poubelle. Et j'ai regardé, ah bah ouais, et j'avais jamais vu qu'il y avait une poubelle. Oh la vache. Et il y a toujours des petits détails Voilà. par-ci par-là, c'est fou. C'est fabuleux en fait. Donc là, contrôle des frontières. Hop, au début, on pense qu'ils vont être intègres. Et comme il y a un message du gouverneur Diplodocus, on sait que ça va mal se passer. Effectivement, ça se passe pas bien. Ils veulent les arrêter pour Pour un prétexte. un prétexte, importation frauduleuse d'armes. Et bien sûr, avec la potion magique, bum, ils peuvent passer. Et là, en fait, on retrouve les autres qui sont carrément, ils sont passés du côté gaulois pour éviter de se faire frapper. Et en fait, c'est marrant parce que c'est plusieurs fois dans les Astérix, il va y avoir comme ça des petites scénettes au passage de frontières. J'y ai pensé en fait ce matin. Je me suis dit, tiens, mais c'est marrant parce qu'il y a aussi ça dans Astérix chez Lego, où il y a une petite scénette à chaque fois qu'ils franchissent la frontière. Il y a et en fait aussi Astérix chez les Belges aussi. Plus tard, il y aura aussi ce passage de frontière aussi. Où en fait, et là il y a ce fameux Major et Longinquo Reverencia. La traduction, hein,
Bon, je pense que pas beaucoup de monde. Le latin, c'est bien, mais on en fait de moins en moins. Ça rime, ça rime. Ah, ça marche, c'est ça, hein, ça rime. Oui. Ça veut dire de loin, l'admiration est plus grande. Bah, tout simplement, c'est que. C'est les pages roses du dictionnaire du Larousse Oui, c'est ça. qu'a utilisé Goscinny. Oui, c'est ça. C'est toujours. Et simplement, c'est qu'en étant loin, bah, on évite les coups et Ouais. c'est beaucoup mieux. Donc, hop, voilà. Donc, ils ont franchi la frontière, mais ils sont obligés de se cacher. Et donc, pour, il ne voit pas beaucoup le paysage. Voilà, c'est très important. C'est qu'en fait, Obélix, il n'a pas vu beaucoup le paysage parce qu'ils ont le nez dans le champ. Et ils arrivent au lac, au fameux lac. Et en fait, ils décident de traverser le lac à la nage pour éviter le pont qui doit être gardé. Donc là, on retrouve un petit peu ce qui va être utilisé en fait un petit peu plus tard dans la grande traversée. Ce système où en fait on voit que les bulles. Là, D'accord. c'est pas un fond blanc, c'est un fond noir. Et voilà, il y a donc Astérix Obélix parle, et en fait, il y a ça va, ça va, ça va. Et on voit que, ben non, il y a quelqu'un en plus. Qui es-tu, toi? Obélix? Normal. Ouais. Et voilà, Caius Infarctus. Alors, bon, Caius Infarctus, bon, Ouais. bon, pas de chance. Et Caius Infarctus, qui était en fait la personne qui avait été mise dans le lac. Parce qu'il a perdu son petit Il bout de a- pain Voilà, il avait perdu son petit bout de pain. pour la 3e fois. Et donc il explique qu'il a réussi à se débarrasser des points, hein, des poids, et en fait, il commence à fatiguer donc les Gaulois l'aident, et lui il retourne à l'orgie. Alors en fait, on a l'auberge du lac, hein, c'est normal, c'est un lac. Et en fait, il parle aussi du Lacus Lemanus, donc bon, c'est le lac Léman. Lac Léman. Lac Léman. Donc on a ici L'aubergiste. l'aubergiste, petit Suisse, qui leur parle en fait, qui signale que le pont a été reconstruit. Simplement parce qu'en fait, c'est dans les commentaires de Jules César. Il précisait qu'à un moment donné, ils avaient détruit le pont quand ils faisaient la guerre en fait aux Helvètes. D'accord. Voilà. Donc en fait, C'est ça la référence. c'est ça la référence, oui. Donc en fait, à chaque fois, là, on passe sur un nouveau gag un petit peu récurrent sur le pont qui est détruit Et qui a été et reconstruit. qui a été reconstruit. Là, Non, on est parti sur autre chose. ça, il s'était documenté là-dessus, Goscinny. Quoi. Oui, oui, Bon, oui. bah, par force des choses, oui. Oui, oui, oui. plus ça va, il s'est documenté parce que. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est plus ça va au niveau de la série, plus ils sont documentés et plus il y a des gens qui donnent des pistes. Quoi. Oui, c'est ça. Par exemple, là, il fait une référence à Vindomissa, qui est en fait un hôpital militaire de Windisch, en Suisse. Et effectivement, il y a eu un camp militaire en Suisse. Donc on sent que Goscinny commence à se renseigner un petit peu sur tout ça. D'ailleurs, c'est la première référence à la Suisse. Donc on voit que déjà, à ce moment-là du scénario, il sait qu'il va les envoyer en Suisse. D'accord. D'ailleurs, il sait parfaitement qu'il va les envoyer en Suisse, puisqu'en fait, je ne sais pas si tu le savais, en fait, ça c'est dans les pages wiki, vous pouvez voir ça. Là, je fais un petit aparté, je reviens en avant, parce que j'ai totalement oublié de le dire. L'idée, en fait, de les envoyer en Suisse, ça vient de Pompidou. Ah bon? Ouais. Alors j'ai découvert ça dans le Wikipédia, la page Wikipédia de cet album. C'est Uderzo qui le précisait, en fait, qui disait que chaque année, alors De Gaulle, ils n'avaient pas osé le faire, mais à partir de Pompidou, ils envoyaient un exemplaire d'Astérix au président. Ah, d'accord. Et donc, à chaque fois, le Pompidou leur écrivait en disant, en les remerciant. Et dans une des réponses, il leur demandait, tiens, vous pouvez les envoyer en Suisse si vous voulez. Ah oui. Et en fait, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas. Et donc, en fait, ça serait donc Pompidou qui a donné un petit peu l'idée de les envoyer en Suisse. C'est marrant ça. Oui. Donc là, on retourne à l'orgie. Alors bien sûr, bah, voilà, on voit que les soldats sont pris des coups. Alors il y a toujours l'Helvète qui est là, qui nettoie derrière eux. Et on retrouve notre Caius Infarctus qui arrive et qui raconte en fait. Et voilà, il laisse encore tomber son bout de pain. Et il dit qu'il a retrouvé de Gaulois. Et bien sûr, en fait, ça relance la recherche d'Astérix et Obélix. Alors ici, petit détail. Ça, c'est aussi une référence que j'ai trouvée dans Wiki. En fait, ce petit détail avec les sapins, le côté un petit peu chalet suisse. Ouais. Et en fait, ça, c'est des peaux de vache. Et en fait, ça va jusqu'au détail, c'est que ça, c'est une vache suisse. Non. Si. C'est alors là, faut trouver le nom parce que je vais le trouver. Hop. Voilà. C'est la Suisse Fleckviel,
qui est en fait une espèce de vache qu'on trouve dans le canton de Berne, et qui serait apparemment un tiers Simmental, deux tiers Red Holstein. Et donc, on appelle ça une robe pie rouge. Et donc, ça serait caractéristique en fait de la Suisse. Petit détail, hein. Ça devient de la perversion. Là. Ouais, totalement. Donc là, Incroyable. on a effectivement, il récupère les chaussures qui sont sales. Parce qu'il va les nettoyer. Voilà, il va tout nettoyer. Donc là, bah voilà, il lance tout ça lit. Et en fait, les Romains arrivent. Et lui est obligé de mentir pour éviter que les Gaulois se fassent avoir. Et donc, il est obligé de Il est chausser. obligé de chausser les chaussures sales et de marcher dans son auberge. Et en fait, une fois que les Romains sont partis, tout ce qui vraiment le chagrine, c'est qu'il a sali sa propre auberge, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se débarrasser des Gaulois. Hop, il les fait lever, il veut les emmener. Mais il a quand même pris le temps de nettoyer les chausses. Hein. Ah oui, exact. Ah oui, exact. Elles sont propres. Hein. Elles sont propres. Alors, il y a un truc qui est rigolo, en fait, là, on voit, c'est à l'extérieur, tout est en bleu. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, on dirait de la nuit américaine. Alors, la nuit américaine, c'était un procédé pour tourner une séquence en plein jour dans un film, mais on faisait croire que c'était la nuit. Et on mettait un filtre bleu. D'accord. Et je trouve que ça fait très nuit américaine, ce procédé. Donc là, bah, il y a toujours le coup où on dit coucou pour faire tourner les sabliers. Bah, justement, parce que c'est des coucous suisses. Donc la précision des montres suisses, voilà, c'est ça qui est drôle. Et même le Go, en fait, point de vue précision, ça commence à l'énerver. Donc hop, on arrive à la banque Zurich. Donc, qui dit la Suisse dit les banques. Les banques, et Zurich. Et donc en fait, tu lui dis, mais tu sais quelle heure il est. Et en fait, c'est ça qui est drôle. Hein. Ouais. Voilà, donc là on arrive. Et effectivement, là on commence à avoir un vocabulaire, c'est il faut ouvrir un compte. Pour se cacher dans le coffre, il faut ouvrir un compte. Et en fait, après, t'as tout il y a tout le vocabulaire bancaire qui est détourné. Voilà. Pour les cacher, mais comme si c'était de l'argent. Quoi. Voilà. Alors, c'est la discrétion, c'est des numéros anonymes, des comptes à deux signatures. Et là, il se rend compte qu'en fait, malheureux, rien n'a été prévu pour ouvrir les coffres de l'intérieur. Il faut donner procuration à Petit Suix. Donc c'est vraiment la logique poussée jusqu'au bout. Alors là, c'est rigolo, moi j'adore ça. Cette petite image où on voit... petit détail de la part du Derzo. Un total petit détail de la part du Derzo, ça ne devait pas être sur le scénario. Hop, ils ferment le coffre. Et le problème, c'est qu'ils ont faim. Et donc on a toujours le vocabulaire en fait d'Obélix qui est là, qui dit on est vraiment au fin fond, on est au fond de la cave, on devait aller dans les montagnes, on est au fond, et bon, il ouvre le coffre. Et là, c'est l'horreur, quoi. Il a abîmé un coffre. Et donc, voilà, César, les Romains qui sont toujours à la recherche, hop, il est obligé en urgence de les mettre dans un autre coffre. Et là, je crois deviner la nationalité. Bah oui, c'est logique, puisqu'en fait, Astérix et Cléopâtre, ils ont déjà été en Égypte, donc ils savent. Ah oui. Ils savent. Donc il les planque. Alors il y a toujours Obélix qui veut un fromage sans trou. Alors, oui, c'est ça. C'est qu'on est en Suisse, donc le fromage, pour manger comme ils ont faim, ils vont avoir du gruyère. Voilà, ils vont avoir du gruyère. Et donc... Et on a Obélix. Petit détail, Obélix qui se coince son doigt, évidemment, dans un trou de gruyère. Voilà, c'est ça. Et il lui demande en fait s'il n'a pas un fromage sans trou. Et c'est là où on vient chercher des montagnes et on se retrouve dans une cave à manger des trous. Donc là, les Romains... Parce qu'Obélix, en fait, comme ils ont traversé de nuit le lac, n'a pas vu les montagnes. Oui, non, il les a pas vus. Voilà. Et quand il était dans le champ, en fait, quand on voit bien qu'ils ont le nez dans le champ, ils ne voient pas les montagnes. Et ils arrivent au lac. Donc là, on apprend en fait que c'est ce soldat qui a ses petits souvenirs d'Égypte. Donc le coffre en question où ils sont cachés, c'est le sien. C'est le sien. Et là, il est obligé d'inventer un bobard en disant que ce sont des voleurs qui ont tout pris. Donc bien sûr, en fait, l'inviolabilité de vos coffres, j'ai un coffre chez vous, patati patata. Et on arrive à le 36e dessous. Tu es sûr que c'est un pays de montagne ici. Le silence, je veux le silence, la discrétion dans mes comptes.
C'est ça, toujours sur les comptes bancaires, quoi. Voilà. Alors là, on est sur les coucous encore, là où tout le monde s'énerve en fait. Ouais. Voilà, il faudrait retourner ses sabliers plusieurs fois d'avance ou des choses comme ça. Donc on est sur le vraiment, faudra Sur inventer la précision suisse, sur Voilà. les montres. et sur le fait d'inventer quelque chose qui permette d'avoir comment dire, un coucou suisse, quoi. Et là, voilà, le déshonneur, j'en ai ras la marmite à fondu, et tout le monde en fait a du ressentiment par rapport aux Gaulois. Et ce sont des choses qui vous poussent à la neutralité. Bon, bah, ça, c'est rien besoin de dire. Voilà, hop. Comme ça, il l'a placé. Là, il l'a placé. Là, et voilà, donc le déguisement, c'est que avec ces armes, vous aurez l'air d'Helvète. Ça, c'est simplement c'est le service militaire En suisse. Suisse. En fait, ils doivent faire chaque année des périodes militaires et donc ils ont chacun leur arme qu'ils amènent pour faire leur période militaire. Donc, comme ils ont une arme, ils sont déguisés. Voilà, Ça suffit. C'est ça suffit. Donc là, on arrive ici, le barrage, on voit tous les petits symboles de clepsydre, de montres suisses, hein, simplement, parce que ça a apporté beaucoup d'argent. Donc ils sont reconnus, ils arrivent ici à la conférence internationale des chefs de tribus, et simplement parce que à Genève, il y a le Siège. siège des Nations Unies. Ah oui, c'est les Nations Unies. Ce sont les Nations Unies qui sont là, et donc ils tombent pendant une conférence où bien sûr tous les gens dorment. Donc c'est une conférence des Nations Unies. Voilà. Cachez-vous, faites comme les autres. Voilà. Donc Obélix dort. Obélix dort. Et en fait, il dort en s'appuyant sur le beau. Et comme ils n'arrivent pas à réveiller Obélix, Voilà. Il fait coucou. il fait coucou. Voilà. Et comme il y a plusieurs personnes de son hôtel, tout le monde a le réflexe. Tout le monde a le réflexe de se réveiller et de faire le geste. Le geste pour retourner le. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en fait, on voit, ils ont le pour le geste sablier. de tourner le sablier en se réveillant même pas. Et ça, c'est fabuleux. Ce petit détail-là, c'est vraiment le génie. Mais ça, je pense que c'est Goscinny, ça. Ça, il faudrait voir le scénario pour voir ce qui était marqué. Je pense que c'est Goscinny. Il a dû prévoir parce que Goscinny était quand même aussi un dessinateur à la base. C'est vrai. Donc il avait ces scénarios, il les tapait à la machine, mais j'ai vu ça dans plusieurs découpages comme ça, des extraits, où parfois il dessinait un petit peu, où il avait une idée tellement précise de l'image qu'il la tapait, mais de manière très précise, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une idée de Goscinny, ça. Bah, ça expliquerait pourquoi il y a tant ces références à ces cocos et les gens qui font le geste pratiquement, même pas en se réveillant, de tourner le sablier. Parce que c'est vrai que c'est aussi la marque de Goscinny de ne pas faire les choses par hasard. C'est pas par hasard s'il y a des petits détails. Ce sont des scénarios qui sont quand même cousus main. Ouais, c'est du ciselé, ouais. Ah oui, c'est du ciselé. Alors là, on va le voir en fait pour le lac. Hop. Donc je voyais pas la montagne comme ça. Ça va amener le gag final. Ouais, parce qu'en fait, là, il a les yeux dans l'eau, quoi. Il regarde derrière, machin. Il ne voit pas les montagnes. Il voit pas les montagnes. À chaque fois, il y a autre chose. Et donc là, va y avoir une série de jeux de mots sur l'eau. Là, c'est et je ne veux pas me mouiller, mais je ne sais pas si ça fait 3 heures que nous avons fini notre repas. Donc c'est un jeu de mots sur mouiller, s'impliquer et mouiller, se mouiller. Donc être Puis Bibaldo. bon, le conseil qu'on avait quand on était gamin, c'est vous baignez pas tout de suite, vous allez manger. Voilà, c'est ça. C'était vraiment le côté, il fallait que la digestion soit terminée. Ça, c'est vraiment c'est ça. Donc là, en fait, c'est sur la natation. Là, il y en a un qui fait la planche, en fait, parce que lui, il était dans l'infanterie. Il passe de l'autre côté du bateau. Là, on a un petit gag sur... ils sont peut-être allés au fond des choses, pour dire qu'ils sont peut-être coulés. Là, c'est ce bateau, suivez ce bateau. Et là, on découvre le yodel. Alors, le yodel qui est différent, suivant les nationalités, d'ailleurs. Non. Si. Oh là là. C'est ça qui est rigolo, hein. Mais hop, en anglais. Page 37. Là, celui-ci. Hop là, en anglais, il est pareil. D'accord. Hop. Page 37. Donc là. Version allemande. T'as raté ton coup pour la version anglaise. Ouais, totalement. Hein? Voilà. En version allemande, elle est différente. Ah ouais.
Et puis bon, bah, la version allemande, c'est de la typographie, enfin c'est tapé à la machine, quoi. Ah oui, oui. C'est pas écrit à la main, quoi. Parce qu'apparemment, la version anglaise, ils faisaient attention à ça, quoi. Oui, c'est vrai que ça avait beaucoup plus amateur, je trouve, la version allemande. Là, oui, si, c'est écrit à la main. C'est vraiment réécrit à la main, quoi. Pas mal fait. Oui. Ouais, Alors que les Allemands ne se sont pas embêtés pour ça. Non. C'est assez compliqué de savoir les. Enfin bon, ça, c'est un autre aparté. On ira ça un autre moment. Donc, il y a un autre truc aussi dans les versions en langue anglaise ou même d'autres, c'est qu'ils changent les noms pour que ça soit des jeux de mots. Pour que ce soit quand même des jeux de mots comme Astérix, Obélix, Petit Suix ou des trucs comme ça. Ils adaptaient. Oui. Là, la traduction allait jusque-là. Ah oui, je ne m'y connais pas suffisamment, mais pour la version anglaise, des fois, on arrive à trouver les jeux de mots qui existaient. Je sais plus ce que c'était. Certains jeux de mots. Fixes, je sais plus ce que je ne sais plus. Mais même dans la BD elle-même, certains jeux de mots sont changés et on arrive des fois à les deviner en anglais. Il y a aussi des fois des jeux de mots. Il y a un traducteur, le traducteur italien a traduit. Je dois l'avoir parce que je ne suis pas super fort en italien. J'ai lu l'anecdote quelque part. Ah ouais, t'es pas fort toi. Non, moi je n'étais pas là. Bon. Et donc, ils sont fous, ces Romains. Il l'a traduit par Sono pazzi questi Romani. Et ça donne CPQR. CPQR, qui est l'inscription qu'on peut trouver régulièrement. On le trouve au début de cette bande dessinée. Ça veut dire Senatus Populusque Romanus. Le Sénat et le peuple romain. Ah. Et on le voyait souvent sur tous les bâtiments CPQR. D'accord. Hop là. CQFD. C'est ça. Donc là, il parle du barde, qui a un peu le même type de voix que le yodel. Donc même Obélix préfère fuir plutôt que de rester sur le bateau. Et ce bateau-là va sur l'île où tous les Helvètes vont s'entraîner. Et là, on retrouve encore le petit gag. Il faudrait quand même mettre une pancarte au sujet de ce pont. Sur le pêcheur qui dit ça parce qu'il y a plein de gens qui nagent. C'est encore une référence au pont qui a été reconstruit et lui il pense que les gens ne sont pas au courant. Donc toujours ça court. Ce petit running gag. Toujours running gag. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est quand vous êtes dans le contexte, il n'a pas besoin d'alourdir en disant pourtant le pont a été reconstruit. D'être très explicite quoi. Voilà. Mais c'est en fait ce qui est fou, c'est que tu as plusieurs running gags qui s'entrechevauchent dans un album. Oui. Donc il y en a un premier qui apparaît comme servir un demi-chef, voilà. Qui disparaît pour passer à la graisse du russe avec du miel. Et après, plus ça va, hop, on glisse sur un autre running gag. Quoi. Voilà. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'il a besoin d'en mettre minimum après moins d'infos, mais comme on a lu avant ce qui se passe, on comprend et on est dans le contexte. C'est ça vraiment la force des scénarios de Goscinny et de ses dialogues. Donc là, en fait, c'est carrément les trompes qui sont là et qui existent. Hein. Ce sont des trompes qui permettent de ça, je crois que ça porte à 10 km ces trompes-là. Ah ouais, quand même. Ouais, dans les montagnes, ils s'en servent pour communiquer. D'accord. Et là, il y a quel beau pays, si gai, si paisible. Oui, tout est harmonie chez nous, alors qu'en fait, il y a le yodel et puis les trompes. Donc là, on va avoir le gag. Alors là, c'est le gamin qui a la cible. Hop. Il a une pomme. Il a une pomme très importante. Il s'apprêtait, petit, tu mangeras ta pomme plus tard, va accrocher la cible. Ok. Et là, ils sont là, faut faire presser le mouvement. Faut absolument. Alors là, on voit, il a eu un rhume. Donc il a pris froid. Il s'est enrhumé. Et le truc de la pomme, c'est génial. Voilà. Le truc de la pomme, il met la pomme sur sa tête simplement pour mettre la cible. Et donc, on pense pomme sur la tête d'un gamin, on pense Guillaume Tell. Guillaume Tell, tout simplement. Et donc l'anecdote, c'est Guillaume Tell, c'est vraiment un héros mythique de l'histoire de la Suisse. C'est un peu une sorte de entre Robin des Bois et qu'est-ce qu'il y aurait en France, Cartouche ou Mandrin. C'est une histoire classique qu'on connaissait gamin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc on s'attend à ce que la flèche aille dans la pomme. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc là, comme en fait Obélix s'éternue, il n'arrive pas à viser, et voilà, il a failli provoquer un accident. Oui, mais ça dégage. Et le gamin dit très bonne flèche en plein milieu de la cible. Et bizarrement, ils sont déçus, ils savent pas pourquoi, parce que eux, ils s'attendaient à ce que ça aille dans la pomme. Non, c'est le lecteur qui s'attendait à ça. Voilà.
Sauf qu'il l'a évité avec Goscinny exprès. Voilà, et donc, il a éludé le truc. Et ça, c'est ça. Il y a beaucoup d'élisions qui fait que c'est ça. Donc là, faut presser le mouvement, parce qu'ils doivent aller chercher l'Edelweiss et ils sont cherchés. Ils sont cherchés par les Romains qui vont arriver. Donc là, bof, il mange la fondue, il boit le vin, il veut chanter, en fait, poc, il tombe comme une masse. Et donc il a trop bu. Voilà, il a trop bu. Et là, c'est ça, c'est sur le côté, sur la lenteur des Suisses, en fait, c'est voilà. Ah, la lenteur des Suisses. Ah ouais, je sais pas. C'est ça. Ouais. C'est le fait qu'ils sont un peu lents. Et donc là, on arrive, hop, tout de suite, on monte dans le drama, les Romains qui traversent le lac. Et en fait, les Helvètes veulent bien les retenir, mais ils sont trop nombreux, donc ils sacrifient tout le reste de sa potion magique. Et ce sont les Helvètes qui vont les retarder. Et donc, c'est une déclinaison de la potion magique. C'est une fondue magique. Une fondue magique. Alors là, on a l'invention Kenaki, la technique encore utilisée de nos jours, sur la cordée. Parce que c'est Astérix qui a cette idée-là pour pouvoir traîner Obélix, qui est dans un état comateux, éthylique, quoi. Voilà. Et là, on voit, il y en a un qui dit « Ah, c'est pas bête, moi j'aurais accroché la corde autour du cou. » C'est ce petit gag un petit peu là-dedans. Donc là, ils apportent le fromage, ils vont le fondre. Hop. Et là, hop, ils ont des éléphants, mais non, ils chantent. Et en fait, on parle encore du barde, comme il y a eu un petit gag avant. Voilà, c'est une deuxième référence au barde, voilà. Mais par une autre personne. Alors là, il y a des petits trucs aussi, tapez-nous dessus, mais laissez-nous au moins le soin de crier, parce qu'en fait, ils chantent tout en les frappant. Là, on a un petit truc avec assez rigolo, où en fait, quelqu'un est blessé, et en fait, il lui dit, mais vous me tapez dessus et vous me soignez ensuite. C'est une vocation, nous secourons tous les belligérants, quelle que soit leur nationalité. Ça, c'est... Donc c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, tout simplement. La Croix-Rouge, en fait, c'est l'inversion du drapeau suisse. Les couleurs sont inversées. Et simplement parce que c'était un Suisse qui, à l'origine, je crois que c'est... tu vois, j'ai même pas regardé ça. Je crois que c'est à la suite de la guerre de Crimée, où en fait, ça avait tellement été... beaucoup de soldats, c'était des Français et les Anglais qui avaient débarqué en Crimée pour la protéger contre les Russes, enfin, déjà à l'époque. Et en fait, il y avait eu beaucoup de batailles et les gens mouraient après les batailles parce que le service médical n'était pas au top. Et donc, c'était un Suisse qui a eu l'idée de faire des médecins qui allaient là-bas et qui soignaient tout le monde. D'accord. Voilà, c'était la naissance de la Croix-Rouge. Donc là, on commence l'escalade, mais là, Obélix... il est toujours dans le coma, donc il voit rien, il se rend compte de rien. Voilà. Donc là, hop, j'en tiens un. Toujours nos légionnaires qui arrivent là, qui ont aussi... Mais... Il le tient tellement que... Voilà, c'est ça. Et là, il y a « Et me laissez pas tomber ». Il s'adresse en fait à ses compagnons qui vont contourner la montagne. Mais il y a aussi le fait « Me laissez pas tomber » parce qu'il est en hauteur, quoi. Donc là, en fait, il faut surtout pas que Obélix se réveille. Donc on finit par avoir l'étoile d'argent. Mais il manque un glaive, donc ils crient tous quelqu'un un glaive, quelqu'un un glaive, quelqu'un un glaive. Mais lui, en fait, il répond tout doucement parce que, en fait, il veut pas qu'il soit réveillé. Donc c'est le glaive du Romain qui va servir, en fait. C'est ça qui est. Et c'est ça qui est drôle, en fait. Qui est le paradoxe, quoi. Ouais. C'est le Romain qui aide à accueillir l'Edelweiss. Oui. Et quelque part, là, on voit que le tout, c'est même plus Astérix qui est mis en valeur. En fait, c'est le Romain qui est là. En fait, on voit finalement... C'est le Romain qui est source de gag. C'est le Romain qui est source de gag. Et là, on le voit en train de se dandiner et puis de chanter Fais dodo, cola mon petit frère, une version romaine. T'auras du lactum au lieu du lait, quoi. Voilà. Et donc là, en fait, ils finissent par tirer Obélix et s'aperçoivent qu'il y a un Romain. Et qui, et en fait, qui dit ouais, ça va, et alors j'ai tenu la main à votre copain, alors que c'est le contraire. Enfin, c'est comme si c'était pour le rassurer, quoi. Oui, alors que... c'est ça. C'est ça qui est drôle, en fait. Et là, on le voit, il est en train de se geler, il est dégoûté, et voilà. Et donc là, hop, ça finit en luge. Bien sûr, en fait, eux qui essayent de sortir leur discours, ils se font blackbouler. Et là, ça va, Centurion. Oui, mais j'ai une grande nostalgie de l'Égypte. En fait, c'est toujours le même qui, en fait, le même Romain. Ouais. Ah, il y a une petite chose que j'ai oubliée avec les Romains, qui est assez rigolote. Mais comme là, on passait un petit peu vite, c'est là, le gag. Regardez là-bas. Les hors-la-loi escaladent la montagne. Allons-y pendant que tout le monde est occupé. On nage dans le lac, on escalade les montagnes. Quoi ? Nous ne sommes pas en vacances.
Et là, je trouve ça très drôle. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas en vacances, alors qu'en fait, maintenant, pendant les vacances, les gens font ça. Ils escaladent les montagnes et ils nagent dans le lac. Oui, ah oui. Et là, le gag est assez fort. Donc, ils arrivent ici, et hop, ils se réveillent. Comment nous sommes encore dans l'eau? Parce que quand il a fait son coma éthylique, il était sorti à côté du lac. Donc il s'est dit, on est encore dans le lac, et il n'a toujours pas vu de montagne. Toujours pas. Donc là, il y a une totale illusion sur le retour, puisque quelques jours plus tard, là, on ne sait pas trop, j'ai réussi à maintenir, mais on voit qu'il a un air un peu goguenard. C'est prêt, hop, donnez-lui l'infusion, qu'est-ce qui est prêt? Donc on se doute qu'ils sont arrivés. Et la dernière page, le questeur est guéri. Le questeur est guéri et il n'est pas content. Et en fait, on sent qu'il a pris de la potion magique. Et donc, en fait, il lui donne un coup de poing. Et en fait, il lui dit que il va vérifier ses comptes, que ce sera la prochaine orgie, ça sera à Rome, avec son collègue Diplodocus. Là, on voit qu'il y a des porteurs. Un rappel du premier gag de la première page. Voilà. Il est toujours pas avec ses porteurs normaux. Et il est toujours de biais parce qu'il n'est pas capable de prendre deux personnes qui ont la même taille. Donc. Voilà. Et on voit qu'en fait, tout le monde est en fait avec le sourire. Et là, il y a un jeu de mots qui est très joli. C'est tu as été notre hôte et non notre otage. Très joli ce petit jeu de mots. Et donc, le gag final, les V6, c'est comment? C'est plat. Voilà. Et pour une fois, il y a un Romain qui est au banquet. Ah ouais. Voilà. Donc voilà, alors, j'espère que vous n'aviez pas lu la BD parce que là on l'a bien. Il meurt à la fin. Il a spoilé la fin. Voilà. Mais en tout cas, il y a des passages qui. Il doit y avoir des sources, notamment pour qu'ils puissent dessiner autant les acteurs, l'ambiance. Je ne sais pas quelles sont les sources du Derzo. Et c'est ça. Moi, je me dis que c'est les photos de promotion, dans les entrées de cinéma. C'est possible parce que j'ai cherché sur des revues, donc oui, sur le noir et blanc. Oui. J'ai cherché donc sur ces deux revues et il n'y a aucune photo qui correspond, qui aurait pu l'aider à faire en fait ces personnages-là. Donc peut-être dans Paris Match, des photos de cinéma. Ça aurait pu. Je sais pas, ou Télé 7 jours, des trucs comme ça. Quoi. C'est difficile de connaître les sources. Oui, c'est ça. Parce que à la fois, ça pourrait être simplement parce qu'il a vu le film et qu'il a ayant aimé le film, comment dire, il a fait des croquis juste après le film. Mais on voit bien que les coiffures sont les mêmes, alors là, il n'y a pas de couleur. Oui, c'est ça. Et vous voyez, il n'y a aucune photo qui peut correspondre. Là, c'est la fameuse orgie qui a lieu là, de Trimalgion. Là, on voit l'actrice Capucine qui est là et qui fait sa fameuse danse. Là, on voit le Martin Potter qui est là. Mais ça aide pas beaucoup, quoi. Ça n'a pas l'air d'être t'as peut-être pas trouvé la bonne revue. C'est possible. Parce que même là, en fait, quand on voit, alors ça c'est essentiellement sur la Strada. Là, donc on voit bien Martin Potter qui est là. Mais là, tous les autres acteurs, en fait, ne font pas partie de la bande dessinée. Voilà. Ouais. Donc, il y a un chantier, il y a des recherches à faire. Donc, si vous avez des sources, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà. J'espère que... Ça sera le bienvenu. J'espère que ça vous a plu, cette présentation. Que ça vous a montré des petits détails qui se trouvaient, que peut-être que vous aviez vu, peut-être que vous n'aviez pas vu. Je crois que normalement, on avait fixé 20 minutes, non, la vidéo? À partir de 20 minutes. Je t'avais précisé. Je me dis, ça va être peut-être un petit peu plus long. Bon, voilà. Vous avez qu'à les regarder en plusieurs fois, puis voilà. Oui, puis voilà, c'est tout. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Les pouces bleus, je crois, c'est ça. Vous abonner. La cloche, la totale. On va essayer d'être putaclic sur le titre pour qu'en fait, qu'il y ait des gens qui voient, des gens qui aient envie de chercher, des gens qui ont des réponses, qui puissent les mettre dans les commentaires. Ça serait bien.
parce que peut-être qu'il y a des gens qui savent l'origine, comment en fait pour les publicités qu'on recherchait, pour l'origine, quoi, les sources. C'est ce que je trouve intéressant en fait dans cette démarche. Et si ça vous a plu, si vous avez envie qu'on analyse un autre album, n'hésitez pas à le dire. De toute façon, même si vous dites que ça vous a pas plu, on le fera quand même. Voilà. Bon, bah voilà. Bon, à une prochaine. Bon, bah, à une prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao.